Bonsoir à tous. À la une de ce journal, au regard de la recrudescence des violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les stratégies gouvernementales mises en place jusqu'ici sont insuffisantes et inefficaces pour une résolution durable de la crise anglophone. C'est du moins le constat que font certains parlementaires après 3 ans de guerre fratricide dans cette partie du Cameroun. À l'ouverture de la session parlementaire de novembre 2020, vous suivrez dans ce journal d'autres députés dénoncer le retard dans la transmission du projet de loi de finances pour un examen approfondi du budget 2021. Et à l'international, l'Afrique est sous le choc après le décès de Jerry Rawlings, figure marquante de la politique au Ghana et ses ambitions panafricanistes qui avaient été partagées à travers le continent. Quel est son portrait, son parcours, ses opinions politiques, c'est à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette explosion de joie des Camerounais après la victoire écrasante des Lions indomptables sur les adversaires du Mozambique, 4-1, avec des doublés d'Aboubacar Vincent, Anguissa Zambo également buteur et Clinton Dié qui ont percé les filets de leurs adversaires. Le match s'est joué pratiquement à huis clos au stade de la réunification de Bépanda, stade Omnisport. Vous le voyez en image, comment les Lions indomptables ont dominé leur adversaire. Pour ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022, les Lions indomptables qui ont remporté la rencontre 4-1, doublé d'Aboubacar Vincent, Anguissa Zambo, Clinton Dié ont également inscrit des buts durant ce match qui vient de s'achever au stade Omnisport de Bépanda à Douala. Parlons à présent de l'impact de la crise anglophone dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Impact économique au point où de nombreux ouvriers et ingénieurs de la CDC ont encore manifesté devant les installations de cette entreprise pour dénoncer des arriérés de salaire. Depuis près de 2 ans, ils n'ont pas perçu leur salaire. Les conditions de vie sont de plus en plus difficiles pour ces ouvriers et ingénieurs mis en congé technique. D'autres précisions avec Davison Maimo, Cédric Chouna et Xavier Foka. Mouvement d'humeur pacifique des employés de la Cameroon Development Corporation à Botalimbi, département du Fako. Nous sommes dans la région du sud-ouest Cameroun. Pancarte en main. Ils sont plusieurs dizaines à s'être retrouvés ici à l'entrée de la direction de l'entreprise. Ils réclament plus de 2 ans de salaire impayé. Ils nous doivent assez d'argent. 20 mois de salaire en plus des arriérés. Ils doivent donc payer 1 an 7 mois d'arriérés plus les 20 mois de salaire. Depuis plus de 2 ans que dure cette situation, ces employés disent vivre le calvaire au quotidien. S'il faut aller à l'hôpital, avec quoi doit-on se soigner? Il n'y a pas moyen d'envoyer les enfants à l'école. Avoir à manger est devenu très difficile. Si je vous dis que j'ai mangé depuis le matin. Selon ces employés, davantage remontés par le fait que les prestataires par contre perçoivent leur salaire, la direction de l'entreprise a annoncé que le processus de régularisation des salaires est en cours. Ils restent tout de même sceptiques, car par le passé, de nombreuses promesses de paiement ont été faites, mais jamais tenues. Depuis que nous avons commencé à travailler, chaque jour ils disent qu'ils vont nous payer. Chaque mois, chaque année ils le disent. Ils nous ont payé les mois de janvier et février. Nous n'avons pas eu les salaires de 2018 et 2019 jusqu'à ce jour. Créée en 1947, la CDC est l'une des entreprises publiques frappées de plein fouet par la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun depuis l'année 2016 et qui a connu des pertes énormes.
Alors que cette crise anglophone s'enlise, aucun débat parlementaire n'a été organisé jusqu'ici. Pourtant, dans les discours à l'ouverture de la session du mois de novembre 2020, les différents présidents des augustes chambres s'expriment sur l'épineuse question. Au Sénat, l'ouverture de la session de novembre s'est déroulée en l'absence de Marcel Niat Difendi, c'est le vice-président de la Chambre haute du Parlement, Aboubakari Abdoulaye, qui a ouvert les travaux. Il s'est offusqué des actes de barbarie qui se multiplient dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le vice-président du Sénat appelle la communauté internationale à se joindre aux efforts consentis par le gouvernement pour le rétablissement de la paix dans les régions en crise et la chasse aux commanditaires de ces crimes odieux. Je vous propose d'écouter le vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Le Sénat, par ma voix, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie et exige que leurs auteurs soient arrêtés et punis. Nous demandons également que soient poursuivis et punis les commanditaires de cette rébellion armée qui massacre d'innocentes populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 3 années maintenant. J'appelle solennellement les pays amis qui hébergent ces commanditaires, les commanditaires de ces crimes, à s'en désolidariser clairement. Je leur demande, dans le cadre de la coalition mondiale contre le terrorisme, de prendre leurs responsabilités et de soutenir sincèrement le Cameroun dans le combat qu'il mène pour rétablir la paix et la concorde sur l'ensemble de son territoire. J'interpelle les ONG et d'autres organisations nationales et internationales à rompre leur silence face à ces crimes barbares. Face à cette actualité marquée par la violence et la barbarie qui éprouve notre résilience, ressentons-nous plus que jamais le besoin d'unité et de solidarité autour de la nation, afin de surmonter ces moments difficiles et de maintenir la flamme d'un Cameroun debout, un Cameroun qui avance, un Cameroun qui gagne. Tout en regrettant cette montée de l'insécurité dans les régions anglophones, des sénateurs estiment que les stratégies gouvernementales mises en place jusqu'ici sont insuffisantes et inefficaces pour une solution durable à la crise dans les régions anglophones. Ces sénateurs exhortent le gouvernement à manifester une plus grande volonté politique afin de poursuivre un dialogue plus inclusif et accélérer la décentralisation au Cameroun. Je vous invite à suivre à présent les sénateurs Pierre Flambon-Gayap de l'UNDP, le sénateur également Henri Kemde du SDF et Grégoire Mbamba du RDPC. Cette session s'ouvre dans un contexte particulier. On constate qu'il y a une recrudescence de la violence et des assassinats de compatriotes, paisibles et innocentes personnes qui ne demandaient pour la plupart qu'à acquérir un savoir pour préparer leur avenir. Que des chefs traditionnels sont tués, que des hommes d'église sont arrêtés, enlevés, menacés avant d'être éventuellement libérés. Il importe donc qu'au-delà de la réaction régalienne normale des pouvoirs publics, que nous réfléchissions de nouveau sur d'autres méthodes pour mettre fin à cette crise anglophone. Ce n'est que le gouvernement qui peut nous dire exactement ce qu'ils ont préparé pour cette session. Si le gouvernement avait essayé les mesures de sécurité qu'on a proposées, les formes d'État, la Constitution, on devait toucher la Constitution parce que ce qui se passe à la zone anglophone, c'est l'affaire de la Constitution de la nation. Comme le gouvernement dit qu'on ne peut jamais toucher à la Constitution, mais on peut toucher ça quand on veut, quand ça nous favorise. Si la fédération n'est jamais nécessaire pour un pays, c'est ce pays qui est Cameroun. C'est le moins de choses qu'on peut demander pour ce pays. Tant que les gens meurent, tant que les villages disparaissent, tant que les chefs de village ne peuvent plus rentrer chez eux, vraiment, tout est gâté. Pourtant, on pouvait régler ça à l'amiable. Pour nous, il est inadmissible que dans l'une de nos régions, que des mercenaires, des tueurs s'en prennent à nos enfants. Ça a impacté énormément la vie des Camerounais et la vie du monde entier. On ne peut pas arrêter de demander aux enfants de ne pas aller à l'école. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible pour nous. Créer une plateforme pour qu'on pense comment développer nos régions en dehors du budget. Les élus doivent être des élus offensifs. Ils doivent
créer la richesse, ils doivent être des forces de proposition parce qu'il y a dans nos régions des sociétés qui ont pignon sur rue et qui peuvent financer le développement dans nos régions. Et c'est pour ça que nous demandons que la décentralisation doit être effective. Et comme nous sommes des acteurs, nous allons veiller à ce que les choses aillent dans le sens des populations, qu'on mette les hommes au cœur de ce budget, au cœur de nos régions. À l'Assemblée nationale, un des députés de l'opposition voit d'un mauvais œil le soutien aux initiatives gouvernementales, notamment le désarmement, démobilisation et réintégration des combattants dans les régions anglophones. Ils estiment qu'il faut d'abord négocier un véritable cessez-le-feu et pouvoir poursuivre un dialogue plus inclusif. Ces députés critiquent le retard observé dans la transmission du projet de loi de finances en 2021 qui empêche un examen approfondi du budget 2021 qui doit être soumis à l'examen de ces différents parlementaires. Dans le camp du parti au pouvoir, les députés estiment que le gouvernement fait de son mieux afin de résoudre les multiples crises qui secouent la République du Cameroun. Le président de l'Auguste Chambre a appelé à une résilience de la part des Camerounais et du gouvernement. D'autres explications avec Guy Zogo. La session parlementaire de novembre consacrée à l'examen du budget de l'État du Cameroun s'est ouverte à Yaoundé au Palais des Congrès. Sur cet aspect budgétaire, le président de l'Assemblée nationale a plaidé dans son discours d'ouverture pour un budget de résilience. Il doit prendre en compte autant nos défis nationaux de l'heure que nos engagements internationaux. Surtout, il doit permettre au président de la République de poursuivre son programme pour le septennat en cours. De leur côté, les députés de l'opposition soulignent déjà le retard traditionnellement observé sur l'examen du budget. La loi dit que nous devons être en possession du projet de loi des finances 15 jours avant l'ouverture de la session. Or, nous sommes aujourd'hui à l'ouverture même, on n'a pas encore ce projet. Je pense que c'est des manquements comme ça, que s'ils étaient décriés de manière forte, peut-être ça pouvait amener le gouvernement à changer que de persister dans le non-respect des lois. Abordant aussi les questions politiques, Kava Yégué Djibril est revenu sur les événements de Koumba pour s'en indigner. Victimes innocentes, le massacre des élèves à Koumba le 24 octobre 2020, un crime contre l'école, un crime contre l'avenir, un crime contre l'humanité. Aucune cause au monde ne saurait justifier une telle barbarie. Aussitôt, il a interpellé les élus, autant du nord-ouest et du sud-ouest que de l'extrême nord, à s'engager dans la réussite du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ce à quoi l'opposition rétorque qu'il n'y a là aucune solution. On ne peut pas, dans la résolution d'une crise armée, aller au désarmement, démobilisation, réinsertion sans avoir négocié l'arrêt des hostilités sur le terrain. Ça ne s'est vu nulle part. C'est une solution qui démontre son inefficacité. Nous sommes donc étonnés que le président de l'Assemblée prenne position en faveur d'une telle solution qui est décriée par la grande majorité du peuple camerounais. Résolument rangé dans le camp de l'exécutif, le président de l'Assemblée nationale a également soutenu que les marches du MRC du 22 septembre dernier visaient à déstabiliser les institutions. Pour l'heure, les députés restent suspendus à l'attente de l'arrivée du budget 2021 du Cameroun sur leur table. Autre préoccupation qui sera soumise sur la table des parlementaires, c'est la situation des entreprises camerounaises, victimes à la fois de la crise anglophone et la crise sanitaire. Le JICAM a tenu à le faire savoir au pouvoir public en dénonçant le laxisme du gouvernement au regard de l'asphyxie dans laquelle se trouvent les entreprises camerounaises. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, a édifié le gouvernement sur des réformes fiscales et des stratégies d'industrialisation énoncées dans le livre blanc qui a été mise en place par le JICAM. Plus d'explications avec Joël Essengue et Aek Cyril. Selon des statistiques, les PME représentent près de 98% de la capacité de production de l'économie camerounaise. La plupart d'entre elles
croupissent pourtant dans l'informel, tout comme elles font les frais depuis quelque temps de la crise sanitaire du coronavirus qu'elles subissent de plein fouet. Le GICAM s'en inquiète et le fait savoir au pouvoir public. La problématique de la PME est au cœur du développement économique de notre pays. Donc il est question pour nous de partager avec le ministre des PME l'importance de son département ministériel. Le vœu du secteur privé de voir un ministre des PME être le véritable défenseur des entreprises, pas de les accompagner des PME, mais de défendre ces PME-là qui sont à mal du financement, à mal d'un système fiscal qui n'est pas adapté et qui croupissent dans l'informel. Le secteur privé broie du noir et pour y faire face, le GICAM propose une stratégie de sortie de crise. Appelé Livre blanc, le catalogue de solutions de dynamisation de l'économie camerounaise est présenté au gouvernement. Il est question aujourd'hui, à travers ce livre blanc, qui donne des propositions d'élargissement de l'assiette fiscale, de faire en sorte qu'il puisse avoir une fiscalité qui soit plus adaptée à ces petites entreprises, afin qu'on n'ait pas un système fiscal qui soit punitif. Il faut permettre aux entreprises de payer en fonction de ce qu'ils ont. Les mesures économiques et fiscales en faveur des PME depuis l'avènement du coronavirus sont évaluées à 114 milliards de francs CFA et l'appui direct aux PME à 180 milliards de francs CFA, tous financés par le Fonds spécial de solidarité. Mais cela reste insuffisant selon le GICAM. Un groupe de travail conjoint GICAM-gouvernement est alors mis sur pied pour mieux étudier le problème. À la lumière des échanges que nous avons eus avec le GICAM, il a été retenu que nous allons mettre sur pied un groupe de travail conjoint pour que finalement dans le secteur des PME qui représente, il faut le dire, près de 98% en fait du tissu productif de notre pays, que certaines des propositions qui ont ainsi été formulées et celles sur lesquelles nous allons plancher ensemble, que nous puissions leur donner la chance de pouvoir être mises en œuvre, mais davantage encore la possibilité de pouvoir renforcer les conditions de résilience de l'économie camerounaise. La présentation du livre blanc du GICAM au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat intervient quelques jours après le même exercice à la primature. Au MINMESA, l'on parle de concertation permanente en vue de dégager des pistes de solutions relatives aux préoccupations des entreprises. Dans le reste de l'actualité, l'exclusion des femmes dans la résolution des crises préoccupe la société civile. Pourtant, elles ont des compétences de négociatrices et pourraient jouer un rôle déterminant dans l'apaisement des tensions à travers le pays. Une rencontre a eu lieu à cet effet à Bafoussam. Compte rendu, le Cléat Sakem. Elles sont de plus en plus nombreuses au Cameroun, les femmes et filles qui subissent les effets néfastes des crises qui secouent le pays. Qu'il s'agisse des régions du septentrion avec la secte terroriste Boko Haram, le nord-ouest et le sud-ouest par la crise anglo-saxonne et d'autres localités, les chiffres des victimes interpellent l'opinion nationale, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, à porter une attention particulière sur la situation de la femme dans cette société en proie aux violences de toute nature. Les femmes camerounaises, à mon humble avis, elles ne sont pas véritablement prises en compte. Les voix ne comptent pas dans les processus de paix au Cameroun. Donc, pourtant, si vous voulez résoudre durablement un conflit, la voix des femmes compte. Parce que ce soit les militaires, que ce soit ce qu'on appelle Amba Boy, les terroristes, les groupes armés, bref, ce sont nos enfants. Et si vous voulez véritablement comprendre les dynamiques de conflit et résoudre, la voix des femmes est très très importante. Nous pensons que véritablement, et la communication, ça c'est un volet extrêmement important. La communication doit être non violente. Elle doit être une communication qui apaise. Parce que malheureusement, nous avons eu un drame au Cameroun il y a quelques semaines, Kumba, tout le monde le sait, mais la communication qui a entouré le drame, notamment de certains membres du gouvernement, n'a pas été apaisante. Je vous assure, c'est des situations qui continuent d'aggraver la situation. Il faut véritablement encourager un langage qui apaise. Parce que les gens qui sont meurtris dans leur chair, avec un langage comme ça, on ne peut avoir que plus de radicalisation. À l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies, évoquant l'impact disproportionné des conflits armés sur les femmes et enfants, les acteurs de la société civile se sont donné rendez-vous
rendez-vous dans la ville de Tchon, région de l'Ouest, pour évaluer le niveau de mise en œuvre des plans d'action nationaux élaborés en 2017, dont le but est de coaliser les efforts des composantes sociales pour venir à bout de ces crises. Alors que le climat social demeure tendu, la plateforme Wills Cameroun et compagnie insistent et signent que seul un dialogue inclusif, sans tabou et une communication apaisante pourront favoriser un retour de la paix dans les principaux foyers de tension identifiés à travers le pays. Nous sommes d'accord qu'il y a des exactions qui sont faites, mais véritablement, il y a lieu de se poser la question pourquoi est-ce que les gens sont amenés à prendre des armes contre leurs frères dans leur propre pays. Même si on arrivait à tuer toutes ces personnes-là, le problème ne serait pas réglé. Ils ont véritablement essayé de comprendre quelles sont les causes profondes. Il faut mener un dialogue sans tabou. Ne pas considérer certaines personnes comme des terroristes et refuser de les accepter sur une table de dialogue. Sinon, on ne sortira jamais de ce cycle. Je sais qu'on nous dit que la question du fédéralisme et sécession, elles ne peuvent pas être discutées. C'est faux. C'est archi faux quand on parle de paix et de sécurité. Il faut discuter de toutes les questions. Il y a lieu également d'apaiser davantage le climat social. Nous nous rendons compte qu'au fil du temps, il y a beaucoup plus d'arrestations. Non, moi je ne pense pas que ça n'aide pas véritablement le Cameroun. Nous ne voulons pas dire que s'il y a des gens qui sont véritablement coupables, elles ne doivent pas être sanctionnés, mais il y a une vague d'arrestations qui n'a pas sa raison d'être au moment où le Cameroun se bat pour sortir d'un cycle de violence. Comment venir à bout de l'insécurité dans le secteur des transports par mototaxi dans la région de l'Est? Le constat est inquiétant. La plupart des conducteurs de mototaxi n'ont pas de permis de conduire, encore moins de documents permettant de les identifier. Une centrale syndicale a tenu à les sensibiliser sur la nécessité de respecter la réglementation en vigueur. D'autres détails avec Benjamin Issam à Bertois. L'insécurité et les accidents de la circulation restent les principaux maux qui minent le secteur des transports par moto-taxi à Bertois. Et c'est là la conséquence du manque de pièces chez les transporteurs. La plupart des taximens n'ont pas les papiers exigibles. Il y en a un qui travaille pour une moto, 3 ou 4 conducteurs. Et là, ce qui a été retenu aujourd'hui, il faut qu'on puisse identifier déjà le promoteur de la moto et puis chacun des conducteurs de cette moto. La plupart des propriétaires des engins à 2 roues ne disposent même pas de permis de conduire. Tout ceci donne droit à la clandestinité et à la corruption. La société civile, à travers la centrale syndicale du secteur public, entend apporter une gouvernance nouvelle dans le secteur. Pour ce qui est de l'acquisition des pièces exigibles, il faut d'abord que les mototaximens rentrent en possession des pièces en souffrance. Ça veut dire qu'ils avaient établi un certain nombre de documents et le process n'ayant pas été achevé, ces documents sont en souffrance. Donc il est question que ces derniers puissent rentrer en possession de cela et cela va être fait à partir de deux éléments. La première phase, c'est l'identification de toutes ces personnes. La deuxième phase va consister à la sensibilisation de tout ce beau monde. Cette structuration passe par l'acquisition des pièces exigibles et notamment le permis de conduire, un précieux sésame pourtant négligé par les motocyclistes. Il était donc question pour nous de trouver des voies et moyens afin d'obtenir des sections spéciales, soit par l'appui des élites municipaux ou alors d'autres financements des élites locaux ou extérieurs, afin de permettre aux taximans de moto d'avoir le permis de conduire et rendre leur assurance de moto valable. Au sein de ce groupe de travail chargé de finaliser cette structuration, il y a les forces de maintien de l'ordre dont l'engagement à assainir le secteur est une nécessité. Les forces de maintien de l'ordre, ils maintiennent de l'ordre et ils sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Et comme nous travaillons sur une problématique de l'insécurité, d'où leur présence. Donc c'est un maillon très indispensable dans ce projet et c'est la raison pour laquelle nos activités, nous les interpellons toujours. La mutualisation des expériences permettra à coup sûr de redorer le blason d'un secteur de mototaxi à la traîne du fait de l'insécurité. L'Afrique est sous le choc après le décès de Jerry Rawlings, ancien président ghanéen, figure marquante de l'histoire politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest et réputé pour ses prises de position panafricanistes. C'est un portrait signé Eric Fopossi.
est né le 22 juin 1947 à Accra. Ses parents sont Victoria Agbotui, ghanéenne, et James Ramsey John, un Écossais. Il est le seul enfant né de sa mère. L'ancien président ghanéen se marie à Nana Konadu Adjeman, qu'il rencontre au collège Hashimota. Ils ont 3 filles. Il entre en 1968 à l'Académie militaire ghanéenne à Téchi, nommé sous-lieutenant dans l'aviation ghanéenne en 69. Il est promu capitaine d'aviation et devient un excellent pilote. The Speedbird Trophy went to Lieutenant J.J. Rawlings for being the best Air Force cadet of the Flying Training School. Devenu lieutenant d'aviation de l'armée de l'air ghanéenne, Jerry Rawlings anime une première tentative de coup d'État le 15 mai 1979. Sa tentative échoue, il est arrêté. 3 semaines plus tard, libéré par d'autres officiers, il organise un coup d'État à nouveau le 4 juin 1979 qui renverse le régime du président Fred Akufo et le porte au pouvoir. For the first time in Ghana, a group of junior army officers had attempted to pull down a military regime made up of senior army officers. Le 24 septembre 1979, il cède le pouvoir à un gouvernement civil mené par le président Liman. Mécontent du pouvoir civil qu'il estime corrompu, il reprend le contrôle du pays le 31 décembre 1981 par un nouveau coup d'État qui renverse le régime de Liman. Il devient alors le président du Conseil provisoire de la Défense nationale. En 1992, Rawlings démissionne de l'armée, instaure le multipartisme et fonde le Congrès démocratique national. Il engage le pays dans un processus de démocratisation. Il est élu président le 7 décembre 1992 et prend ses fonctions le 7 janvier 1993. Après 2 mandats, la limite prévue par la constitution ghanéenne, Rawlings entérine la candidature de son vice-président John Atta Mills à la présidence en 2000 au nom de son parti. Mais le 7 décembre 2000, c'est le candidat de l'opposition du nouveau parti patriotique NPP, John Kufuor, qui est élu président. L'alternance est pacifique. Il aura apporté la stabilité politique au Ghana tout en gérant l'économie d'une main de maître. Un public reportage dans ce journal, la compagnie Ayera Assurance a mis sur pied des nouveaux produits pour permettre aux Camerounais d'avoir accès aux meilleurs soins de santé. Explication dans ce reportage. Avant la présentation de la carte QR Code dans la ville de Douala ce 6 novembre, Ayera Assurance a tout d'abord permis à ses assurés de la ville de Yaoundé de faire sa connaissance. Le mardi 3 novembre 2020, un accès direct aux soins et aux diverses autres prestations pour les assurés de Ayera Assurance. La compagnie citoyenne vient de mettre sur pied sa carte QR Code qui facilite désormais l'existence à ses assurés. Cette carte permet donc à l'assuré d'être pris en charge directement dans tout notre réseau. La carte, c'est une carte d'accès direct aux soins. C'est la principale innovation. Et je peux vous dire que vous n'aurez pas grand monde qui vous présente une carte d'accès aux soins de cette nature. Une innovation qui va plus loin que le peron des hôpitaux. L'assuré a finalement accès à toutes les prestations qui rentrent dans le réseau de santé de la compagnie. Lorsque nous parlons de santé, il ne s'agit pas seulement des hôpitaux, mais il s'agit également des laboratoires, il s'agit des pharmacies, bref, partout sur notre réseau de santé, avec cette carte, il est pris en charge. La carte a été présentée au public et partenaires de la ville de Douala au cours d'un moment d'échange pendant lequel les responsables d'Ayera Assurance sont revenus sur le parcours de la compagnie qui a aujourd'hui 13 ans. Cela fait 13 ans que nous sommes sur ce marché et le public a manifesté le besoin de nous connaître davantage, de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos valeurs, quels sont les concepts que nous développons. Et nous avons donc donné suite
à cette demande pressante de notre public. Aria Assurance, c'est une panoplie de services proposés qui va de la santé à l'assurance voyage en passant par le multirisque habitation, professionnel, les cautions, pour ne citer que cela. Les produits que nous vendons sont entièrement adaptés aux besoins des clients de ce pays, tant pour les particuliers, par exemple sur l'assurance maladie, l'assurance individuelle accident, que pour les hommes d'affaires, les entreprises, je cite par exemple les multirisques professionnels ou les cautions ou les facultés, parce que nous vendons également des produits qu'on appelle les transports, les facultés terrestres, maritimes ou aériennes. En 13 ans d'existence, la compagnie cumule de nombreuses indemnisations payées grâce aux primes collectées. Nous sommes une compagnie qui existe depuis 13 ans, mais qui en moins de 13 ans a payé 14 milliards de sinistres. Aria Assurance, c'est décidément un assureur de confiance qui fait du respect de la parole donnée son engagement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ouverture de la session de novembre au Parlement camerounais, des parlementaires, on va le dire comme ça, souhaitent que la question du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest soit inscrite enfin à l'ordre du jour. Cela fait déjà 4 ans que la crise perdure et aucun débat parlementaire n'a été organisé sur cette épineuse question. Et aujourd'hui encore, à l'ouverture de la session, des sénateurs de l'opposition, des députés également de l'opposition ont tenu à faire observer que les stratégies prises et mises en place par le gouvernement n'ont pas permis de ramener la paix de façon durable dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Ils estiment qu'il est temps d'explorer d'autres options plus pertinentes. Ils souhaitent que le débat soit véritablement inscrit lors de cette session parlementaire. D'autres députés, ceux de la majorité présidentielle et ceux du parti au pouvoir, s'impatientent de l'accélération de la décentralisation qui, selon eux, est la clé de voûte pour la fin de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir. Première partie. Deuxième partie, je veux dire. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Bon week-end à vous également. Je vous souhaite également un bon week-end. Rendez-vous lundi. 20h. Madame, monsieur, dans un instant.